10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. C'est quoi cette tête? J'ai trouvé cette image là juste en préparant les screenshots pour la vidéo. Je tombe la première sur laquelle je tombe, c'est celle-ci. Mais quel grand fou que ce Tony Rudiger. Et sa célébration là, temps additionnel sur son tacle remporté. Il mérite de s'en donner à cœur joie parce que oui, il a sorti une sacrée rencontre. J'ai les chiffres ici. 100% de ses duels au sol remportés 2 sur 2, de ses tacles gagnés 2 sur 2, il a gagné son duel aérien aussi, 4 dégagements, 4 blocs, 2 interceptions, jamais dribblé, une masterclass défensive de Tony Rudiger, oui, de Jamal Musiala aussi sur le front offensif. Il y a eu des belles choses côté allemand, et pourtant, je sais pas à quel point je suis pleinement convaincu par la performance de ce soir. L'Allemagne donc fait tomber le Danemark. Ça s'est joué à pas grand chose sur certains moments, un petit bout de pied, une capture un petit peu plus tôt sur la passe. Ouais, ça c'est peut-être le hors-jeu le plus serré qu'on ait vu depuis qu'il y a le hors-jeu automatique, en tout cas sur 7 €. Il y en a eu quelques-uns qui étaient très proches. Mais je vous ai posé la question sur Twitter, sur les 5 minutes avant la fin, vous trouvez l'Allemagne convaincante ce soir? Et on est sur quasiment du 50-50. Je pense que ça va grimper un peu au fur et à mesure des heures, parce qu'on va retenir de plus en plus le score, etc. Moi, la réalité, c'est que je sais même pas ce que je réponds à cette question. Souvent, quand je posais les questions sur Twitter, et j'ai pas forcément une idée claire derrière. Moi-même, je sais pas comment me positionner. Il y a 2 avis qui m'intéressaient, les 2 qui ressortent en dessous. Alors, Media Bayern France qui dit « Il y a un monde où ce match finit à 6 €, comment tu peux dire que non ?» Et juste en dessous, les 2 buts sont venus d'une main et l'autre d'une erreur bête de Schmeichel, donc non. Et franchement, les 2 avis sont compréhensibles. C'était une drôle de soirée, en plus avec match suspendu quelques minutes avant la mi-temps à cause d'une météo très capricieuse pour une fin juin. C'était très spécial, donc on va analyser cette Allemagne-Danemark, se poser bien tranquillement, quelques heures après cette Italie-Suisse qui m'a mis de très bonne humeur. Franchement là, Euro 2024, phase finale, je suis dans mon élément, tellement heureux. Et donc on va analyser ce match, on va se passer les images et on va voir ce qu'on en pense à la fin. Est-ce que cette Allemagne a vraiment frappé un grand coup contre ce Danemark, où elle s'est procuré pas mal de situations, c'est vrai, elle emporte 2-0, maintenant elle est en quart de finale, en pouvant regarder un petit peu les autres adversaires, verra demain avec Espagne-Géorgie contre qui elle tombe. Est-ce que cette Allemagne a fait un grand pas? Ok, on va essayer de répondre à tout ça. La première chose qui me fait plaisir, c'est que, avec l'Allemagne qui gagne, on n'a pas vécu le dernier match de la carrière de Toni Kroos. Ouf. Ça va arriver bientôt, mais pas ce soir. Donc ça c'est cool. Et le 4-2-3 allemand, c'était intéressant, il y avait des choix forts de Nagelsmann. Wirtz sorti, Leroy Sané titularisé, pardon, je le mets ici, hop. Leroy Sané titularisé à la place sur l'aile droite. Mittelstädt aussi remplacé par David Raum, ce que je trouvais un bon choix et qui a bien payé. Et Mittelstädt n'était pas trop en vue et Raum a fait un bon match. Et sinon, il y avait Nico Schlotterbeck à place de Jonathan Tah, mais ça, il était suspendu. Rudiger s'était remis de sa blessure, donc était titularisé. On n'avait pas de Waldemar Anton. Schlotterbeck, intéressant. Franchement, sa qualité de pied a encore parlé. Il y a eu une petite bourde à un moment quand même, qui aurait pu coûter cher. Son match est un peu à l'image de l'Allemagne. Très bon sur certains points, et d'autres où tu dis, oula, ça va peut-être contre une meilleure adversité. Ça peut être, je pense surtout à l'action où il perd le ballon dans sa propre surface. On va y revenir. Côté danois, 3-4-2-1, mais plutôt 3-4-1-2 en réalité, avec Eriksen qui était un petit peu sous Højlund et Skov Olsen. Skov Olsen à la place donc de Jonas Wind. Højbjerg, Thomas Delaney, parce que Morten Hjulmand était suspendu. Alexander Bas et Joachim Mæhle en piston, Christensen, Vestergaard, Joachim Andersen, pas mal sur le papier mais assez lent quand même pour couvrir la profondeur, surtout avec un Kasper Schmeichel qui lui aussi est lent et reste bien cramponné, vissé à sa ligne. L'Allemagne l'a bien exploité. Aussi j'étais surpris avec une charnière qui a autant de taille, Vestergaard, Andersen notamment, qu'elle soit aussi menacée sur coup de pied arrêté. Les 15 premières minutes, l'Allemagne démarre vraiment fort et je pense s'il y a des motifs de... Si on veut trouver cette prestation convaincante côté allemand, limite le premier quart d'heure, la première demi-heure, c'est quand on est encore à 0-0, que le Danemark se découvre pas tant que ça et pourtant subit beaucoup. Il y a 4 corners consécutifs qui trouvent preneur par exemple. Alors celui-ci, il est converti par Schlotterbeck, ça fait un 0 au bout de 4 minutes. Il est refusé après check pour un bloc
vraiment un écran NBA de Kimmich. Et alors je sais pas ce que c'est la règle en vrai en foot. Est-ce qu'on a le droit de faire des blocs ou pas? Je dirais il est annulé sans doute justement ce but. C'est pas grand chose, mais sans doute justement aussi parce que je les ai pas trop vus se plaindre. Donc ça doit être le cas. Mais parce que l'écran de Kimmich il est en mouvement. En NBA ça aurait été sifflé. Ça c'est faute offensive parce que il est pas statique. Il aspire pas simplement le joueur qui en plus est celui qui marque Schlotterbeck. Schlotterbeck qui va aller reprendre sa tête sans opposition derrière. Ouais, c'est un problème. Mais donc le fait que Kimmich bouge jusqu'au dernier moment, ça fait vraiment obstruction un peu trop active. Donc j'imagine c'est pour ça que c'est annulé. Mais ouais, l'Allemagne est menaçante. Pourtant, initialement, un truc que je trouve bien fait par le Danemark, c'est face à Musiala. Ils s'en sortent bien. Là, je vois par exemple un Pierre-Emile Højbjerg sur le 1 contre 2 qui intercepte, ne se laisse pas prendre dans le dribble. Musiala va quand même en passer un paquet. Hein. J'ai aussi les chiffres ici, 7 dribbles, 6 duels remportés. Ouais, il a fait un gros match. Musiala, vraiment homme du match, je pense, avec Rudiger, les deux. Mais pourtant, au départ, le Danemark s'en sort plutôt bien. J'ai un tag de Vestergaard que je vous montre tout à l'heure. Mais par contre, sur corner, ça c'est un deuxième. Hop, Schlotterbeck tout seul au second poteau. Il faut un arrêt de Schmeichel, même si je pense qu'elle sortait. Une minute plus tard, sur le corner qui suit, on a Rudiger et Andrich qui se gênent là un peu devant le point de penalty et la boîte de 6 mètres. Mais le Danemark n'est pas à la réception. Et à la 11e minute, un quatrième là, et Andrich, sans opposition, sa tête est sortie et captée par Schmeichel parce qu'elle est trop axiale. Mais avec 4 corners consécutifs où les Danois ont été battus. Un petit peu inquiétant. Comme la qualité aussi de jeu long de Rudiger, on l'a vu tout au long de la phase de groupe, là encore par-dessus pour Kai Havertz, ça frappe, et on a vu Schmeichel qui a été beaucoup mis à contribution, mais on a vu à quel point aussi c'est un Kasper Schmeichel déclinant, parce qu'il y a quelques parades bien faites, et il y en a d'autres où ça fait un petit peu flipper. J'ai mon pote ici qui a... Je vais faire un peu l'analyse. Non? Ouais, on l'a vu par exemple sortir ce ballon de... Est-ce que j'ai l'image? Mais ouais, le petit ballon par-dessus, bien fait. Il n'y a pas de hors-jeu dans le dos de cette défense qui était régulièrement prise dans son dos. Et ouais, il la sort un petit peu de l'épaule, ça rebondit sur son visage. C'est plus le Schmeichel d'antan. Mais après avoir un petit peu subi cet assaut, cet orage, le Danemark a plutôt une bonne période pour boucler la première mi-temps. Du jeu par-dessus, où là aussi on a vu que l'Allemagne pouvait souffrir, c'est Eriksen qui est trouvé. Il faut un tacle, vraiment une interception salvatrice, un tir bloqué par Rudiger. C'est extraordinaire cette intervention. Magnifique, il est en train de partir côté droit comme ça, il réussit à pivoter, mettre le pied, superbe tacle. Celui-là aussi il aurait mérité une célébration. Qu'est-ce que j'ai au bout de cette action? Dommage que Højlund ait fait un mauvais match. Parce que là, il est servi, il y a du jeu autre côté là à aller chercher en renversement, mais il le voit pas ou trop tard. Et Rudiger sort bien aussi avec pas mal d'agressivité, ça aussi, ça fait partie de son bon match. Mais progressivement, quand même, le Danemark revient dans la partie et s'il y a des choix un petit peu plus inspirés, ça peut faire mal. Et d'autant plus que derrière, Musiala, la menace est contenue pendant un moment. Donc l'Allemagne ne trouve pas énormément de choses au fur et à mesure. Et là, je vois par exemple une exploitation de la largeur qui est très simple pour le Danemark. J'ai un petit peu peur pour une Allemagne qui rencontrerait l'Espagne, si l'Espagne le fait contre la Géorgie. L'exploitation de la largeur de l'Espagne, avec Yamal là sur l'aile droite. Quand je vois ce 4-2-3-1 qui coulisse si lentement, qui pivote si peu, c'est tellement facile, hop, d'aller chercher l'autre côté. Et il y a genre... Enfin, ok, l'axe est comblé, mais... Il y a quoi? Il y a genre 20 mètres d'espace là, de distance vis-à-vis du porteur. Ça peut accélérer, aller trouver le 2 contre 1, centre sans opposition. Et au bout de cette action, il y a Meile qui va rentrer à l'intérieur, faute d'Andrich, coup franc très dangereux. Mais tout ça, c'est venu d'un bloc qui a un peu du mal à pivoter. Donc défensivement, j'ai trouvé sur certains moments l'Allemagne un peu légère. Et je pense qu'elle s'en sort bien de concéder aucun but dans ce match. Et face à un secteur offensif plus performant que celui danois qui est léger, c'est pas pour rien, disons, dans ce match que Rudiger a été autant mis à contribution. Là, on voit par exemple sur un centre, ça c'est top, hein, superbe tacle. Il contre le centre très bien. Mais ça aussi, par exemple, Leroy Sané, quand il est lancé en transition, je comprends l'idée de le mettre. Tu peux dire que tu peux attaquer ce trident danois avec beaucoup de vitesse, de percussion. Mais Sané, dans les choix, c'est catastrophique. Franchement, il tergiverse énormément sur cette action, revient à l'intérieur, puis après essaie de passer un dribble, se fait couper. Cette action donne rien.
Et ça, c'est aussi un truc. Donc, Wirtz, il a été sorti, il est rentré à 10 minutes de la fin. Donc, je dis pas que tu l'as perdu, mais Sané qui l'a remplacé a pas donné satisfaction. Donc, l'Allemagne n'est pas plus proche, pour moi, Nagelsmann n'est pas plus proche d'avoir trouvé vraiment son idée sur les 4 mecs que tu alignes devant. Et même Havertz, il fait pas un mauvais match, mais il y a tellement de gâchis aussi qu'à certains moments, tu dis peut-être Füllkrug, ce serait mieux sur le domaine aérien où Havertz a été beaucoup servi. Après, je pense dans l'ensemble, Havertz fait pas un mauvais match, comme on a dit. Mais ce quatuor, c'est pas encore très très clair, à part Musiala qui est sur de très très hauts standards. Même un Gundo a alterné le bon, le moins bon. Bref, le match est interrompu 35e minute parce que, la foudre se met à tomber sur Dortmund. C'est vraiment c'est l'apocalypse. Un déluge total. Et ça, c'est au début, je me disais, c'est quoi cette boule de mozzarella là qu'il y a sur le gazon? Mais non, c'est un gros long, je crois, parce qu'ils en ont montré plein là qui tombaient autour du ballon. Donc vraiment, ça part vraiment en vrille. C'est la deuxième fois, je crois, qu'à Dortmund, il se met à pleuvoir comme ça. C'était peut-être avant Turquie-Géorgie aussi que c'était une dinguerie. Et bon, alors ça, je sais pas si c'est une très bonne idée. Ça semble être une bonne idée sur le coup. Et demain matin, en te réveillant, la gorge qui pique un petit peu. Je pense ils risquent de tousser un petit peu. Dans leur hostel de Dortmund, là, on se dira c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. J'ai eu beaucoup de peine pour les gars de la fanzone aussi. Donc la chaîne allemande passe ces images. Et la fanzone, ok, le match est suspendu. On arrête tout. L'event a ended. Barrez-vous. donc chaud, les pauvres. Et maintenant, il faut aller se trouver un stream ou aller chez quelqu'un pour voir la fin du match, quoi. C'est quand même 8ème de finale de ton pays. Donc ça prend une tournure bizarre. Pendant un moment, je me suis dit, ça se trouve, ils vont passer le match au lendemain si la pelouse prend trop l'eau et que c'est impraticable. Bon, les gars continuent à prendre l'eau et trouvent ça très praticable. J'ai eu de la peine pour elle aussi. On fait une petite analyse des supporters, mais j'ai eu de la peine pour elle parce qu'elle tremblait. Genre vraiment, elle était frigorifiée. Donc ouais, dure soirée à Dortmund. Heureusement pour les Allemands, il y a la qualif. Force aux Danois. Allez, 20-25 minutes plus tard, c'est bon, tout le monde ressort, on peut reprendre. Et l'Allemagne a une occasion, mais sinon c'est pas ouf. Super centre de Raum, franchement, lui il a une sacrée patte gauche. Et Kai Havertz là, j'ai dit si c'est Füllkrug, dans quelle lucarne ça va, vous pensez? Après, il peut aussi la smatcher, mais Füllkrug qui nous a montré avec Dortmund là son but contre l'Atleti où il la prend ici et qui magnifique geste aérien. Bien sûr, même en phase de groupe pour égaliser contre la Suisse. Quel joueur de tête. Kai Havertz, un petit peu moins ça. Et un petit raté, manque d'efficacité. C'est un peu le classique. L'Allemagne se met dans la difficulté parce que Schlotterbeck, là, ce ballon perdu qui profite à Højlund, et en plus Schlotterbeck derrière, il y a un gros tirage de maillot, si ça dure un poil plus longtemps que Højlund tombe, il peut transformer un ballon anodin en un penalty, en rien comme ça. Donc c'est le petit truc qui m'a inquiété sur Schlotterbeck. Et aussi, Musiala en première période, c'est un peu ça avec l'Allemagne en fait, genre, dans cette idée, est-ce qu'ils ont été convaincants? Je pense qu'on va rester sur les images à partir du 1-0 et même du 2-0, où ils ont beaucoup d'occasions à partir de ce moment-là. Le Danemark ouvre énormément de jeu. Eux trouvent vachement de confiance, je trouve, et de jeu, de liant. Mais avant ça, par exemple, un Musiala faisait pas un top match avant que l'Allemagne prenne les devants. Genre là, il y a une perte, par exemple, perte de balle, interceptée par le Danemark, et ça donne lieu à ce qui est pour moi, de cette mi-temps, la plus grosse occasion, toute équipe confondue. Je pense pas que l'Allemagne a eu une meilleure occasion que ça. Sur cette transition rapide, Eriksen en une touche lance superbement Delaney, qui va la mettre là pour Højlund, face à face. Neuer, on peut dire ce qu'on veut, il a sorti les arrêts qu'il faut, en vrai, sur cette phase de groupe. Il y a eu une bourde l'autre jour dans le match de prépa, qui fait un peu écho à celle au Santiago Bernabéu. Mais sinon, sur l'Euro, je trouve qu'à chaque fois, il a répondu présent. Il y avait des gros arrêts à faire, celui contre Xhaka par exemple, la frappe dernier match. Mais bon, contre l'Écosse, il a pas eu de taf. Mais le deuxième match contre la Hongrie, il y avait 2-3 trucs aussi. Et là, il répond vachement présent. Højlund aussi, je pense, doit mieux faire. A été un petit peu tocaresque. Mais ouais, donc on arrive à la mi-temps, 0-0. Le Danemark a fini pas si mal que ça. Et l'Allemagne, genre, à ce stade-là,
surtout 2 minutes plus tard, quand ils prennent le premier but sur ce coup franc excentré, joué, remis dans la boîte, personne n'intervient. Et sur ce ballon de Delaney, Joachim Andersen fusille Manuel Neuer à bout portant, 1-0. On se dit, waouh, c'est en train de mal tourner. Alors c'est refusé, ouais, parce que je vais ressortir l'image. C'est refusé parce que Delaney, le bout de sa chaussure gauche est hors jeu. Mais voilà, ce match, évidemment, c'est ici, évidemment ce match, il bascule là-dessus, il bascule sur cette action. Et si le Danemark marque le premier but, est-ce qu'on est sûr que ça finit comme ça a fini? Je repense par exemple aux commentaires de mon pote de Media Bayern France qui dit il y a un moment où ce match finit à 6-0, comment tu peux dire que non? Ouais, mais par contre, si Delaney il chose pas du 46 et il chose du 44, est-ce qu'on est sûr que ça finit 2-1, 3-1 pour l'Allemagne qui revient tranquille? Je sais pas, parce que j'ai vu sur d'autres séquences des choses pas forcément emballantes. Alors à la fin, ils finissent par faire la différence parce que sur le coup franc, ce hors-jeu donne coup franc, donc Neuer, Schlotterbeck dans le dos, d'une défense qui est très lente, et c'est super mal défendu pour le coup par Vestergaard. Alors Joachim Andersen, c'est lui qui va faire la main fautive, on le voit ici, il est au contact avec Moussiala, qui est lancé dans la profondeur, fait mal, mais Vestergaard là, en fait, il a pas vu qu'il y a Sané second poteau. Regardez, il continue sa course, ok, là il est au pas trop encore, parce qu'il voit Andersen qui est dessus, ok, il continue, il regarde derrière, prend l'information derrière, continue, et c'est que quand il va prendre l'information autre côté pour voir où est placé Meile, que dans son champ de vision, du coup, en tournant, il va voir Sané, et là il se met à accélérer comme un fou. Alors avec les screenshots, j'ai essayé de dire en justice, c'est pas ouf, mais c'est là qu'il se met à foncer comme un fou, et du coup son retard est fautif, parce que sinon il est bien mieux placé, et donc c'est sur ce dégagement-là, raté, que l'Allemagne récupère. Raum, très bon enchaînement, le contrôle orienté et tout de suite le centre, main de Joachim Andersen qui doit défendre avec les mains dans le dos, là c'est sûr, tu la dévies, c'est pas normal, on voit des joueurs dans cette position qui mettent bien les mains dans le dos, il l'a pas fait, mais à la base, ça part d'un truc mal défendu par Vestergaard. Super ballon, encore une fois, dans la profondeur de Schlotterbeck, il a vraiment cette qualité de pied, le PSG l'a vu à ses dépens en demi-finale de Champions, le but justement de Füllkrug, mais mal défendu par ce trio qui a vraiment pris l'eau. Et on peut ajouter aussi Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel dans la profondeur, c'était compliqué. Donc, ok, penalty, pauvre Joachim Andersen qui 2 minutes plus tard pensait marquer le but du 1-0 à Dortmund. Ouais, bah ça a touché sa main, effectivement. Penalty donné. J'ai regardé cette course d'élan 15 fois. Et il y a un truc qui me gêne, c'est que contrairement à celle de Lewandowski contre la France, où, ok, ouais, il l'a ralenti à l'extrême, mais il est toujours en mouvement vers l'avant. Là, en fait, si on la regarde, vraiment, si vous pouvez vous la passer, avec YouTube en plus, il y a le 0,25, vous allez sur le résumé du match, vous mettez vitesse 0,25, et vous voyez que Havertz, en fait, en tirant, son pied gauche, là, il l'arrête, et ensuite, même si tout son corps continue d'aller vers l'avant, le pied gauche repasse derrière, il fait une petite reprise d'appui, c'est hyper léger, une toute petite reprise d'appui, mais où donc il a stoppé son pied gauche net, et ensuite il le remet derrière, et là il repart dans sa course. Donc il y a un arrêt, même si tout son buste continue d'aller vers l'avant, il y a sur le bas de son corps, il y a un vrai arrêt, un retour en arrière, et il repart. Donc je suis allé checker les règles sur l'IFAB, et en fait, ce que je pensais être la règle, c'est-à-dire tu dois être toujours en mouvement vers l'avant, ne pas faire de pause, en fait, c'est pas exactement ça. Sur l'IFAB, ils disent que tu peux faire des pauses tant que c'est sur la course d'élan, mais une fois que la course d'élan est arrêtée, là, tu peux pas faire de pause. Donc en gros, c'est parce que je me souviens à l'époque, c'était Neymar Santos, c'est là qu'était venue la règle, et c'était dans le championnat brésilien, notamment, surtout sud-américain, il me semble. Tu vois des joueurs qui s'arrêtaient avec le pied d'appui juste à côté du ballon, genre comme là, et qui laissait le pied en l'air, et tu vois, qui attendait, et là qui faisait des feintes. Donc ouais, ça c'était un peu excessif. Et donc c'est ça que cette règle a cherché à corriger principalement. Mais donc comme là, l'arrêt, il est encore pendant la course d'élan, et bah c'est pas considéré, même malgré le fait que son pied gauche soit stoppé et repart un peu vers l'arrière avant de repartir vers l'avant, c'est pas considéré comme étant comme enfreignant la règle. Donc le penalty est converti, transformé 1-0, mais c'est sûr que le match tourne sur cette main
qui fait suite à un hors-jeu de quelques millimètres. Et l'Allemagne, il y a quand même une sensation qu'ils s'en sortent pas mal. Dans l'ensemble, ils méritent leur victoire quand même, parce que je trouvais le Danemark surtout pauvre défensivement. Je trouvais l'Allemagne aussi un petit peu en danger, je vais vous montrer d'autres séquences, mais j'ai trouvé le Danemark pauvre défensivement, avec Andersen, Vestergaard et Christensen. Ce trident-là, il était trop souvent pris à défaut, et on le voit ici sur une superbe prise de balle de Kai Havertz. Le 1 contre 1, je pense qu'il y a faute sur Sané, on n'a pas revu les images, le banc, notamment Sandro Wagner, l'adjoint de Nagelsmann, se plaint, prend un carton jaune. Sané, t'inquiète, il va pas tomber là tout seul s'il n'y a pas eu accrochage. Et ça aurait donné carton rouge. Havertz rate son occasion, mais c'est une très belle occasion qui s'est générée avec un magnifique contrôle orienté. Donc le Danemark, par sa fragilité défensive, je pense, méritait pas la qualif. Mais il y a un monde où ce match il tourne un peu cauchemar pour l'Allemagne sur l'action dont on a parlé. Et là, je ne sais pas comment y répondre. Donc c'est pour ça peut-être que ma conviction n'est pas encore totale. J'ai vu des rencontres comme l'Espagne contre l'Italie, même la Suisse là tout à l'heure contre l'Italie. J'ai vu des rencontres dominées de A à Z, où je vois tellement de qualité sur toutes les phases du jeu. Mon analyse c'est ouais, ils sont supérieurs dans tous les compartiments de la première à la 90e. Et là, j'ai pas vu ça de l'Allemagne. J'ai vu par exemple, encore une fois, à 1-0, on avait parlé de ce 4-2-3-1 qui se faisait bouger sur la largeur trop facilement, qui pivotait mal. J'ai vu à 1-0 aussi des trucs comme cette passe-là qui casse 2 lignes. Et Kroos, j'adore Tony avec ballon magnifique, mais défensivement, parfois je trouve que ça se fait un petit peu exposer. Et la base de ce 4-2-3-1, avec Chan là qui recule beaucoup, parfois c'était facile pour le Danemark de trouver des petits ballons interlignes comme ça. Encore une fois ici, regardez, Kroos il est un petit peu tout seul pour protéger tout cette interligne là, avec Rudiger qui est monté au contact pour anticiper un petit peu, pour mettre la presse. Mais du coup, tu te retrouves vraiment avec un interligne très vulnérable, je trouve, avec seulement Kroos qui le protège. Et cet enchaînement-là de Rasmus Højlund, s'il est un petit peu plus en forme et s'il fait tout simplement un meilleur Euro, je trouve qu'il a fait un mauvais Euro dans l'ensemble, et bah son enchaînement-là, sa frappe, qui est cadrée mais en plein sur Neuer, ça peut faire but aussi, s'il est un petit peu plus habile et efficace. Donc ouais, des moments où l'Allemagne, franchement, face à une équipe qui trouve ses petites passes intérieures, qui a des gars menaçants sur la largeur. Oui, on est en train de parler un peu espagnol quand on dit tout ça. J'attends de voir, je suis pas hyper convaincu. Aster, aujourd'hui, Espagne-Allemagne, pour moi l'Espagne est bien au-dessus encore. Mais déjà, il faut qu'ils se qualifient, l'Espagne n'est pas encore en quart. Ça, c'est demain soir, ça peut prendre une tournure folle peut-être. Et l'Espagne, je dois dire, on les a pas vus depuis longtemps aussi. Parce que la 3e journée, ils ont fait tourner totalement. L'Espagne, là, Espagne-Italie, j'ai l'impression que c'était il y a 2 mois. C'était génial, c'était extraordinaire. J'en attends encore de belles choses. Pour moi, c'est mon favori pour l'Euro. Mais bon, on sait pas, hein. Peut-être qu'ils ont oublié leur foot en 10 jours. On verra, on en parlera demain. Schlotterbeck, encore une fois, poum, la passe par-dessus, mais aussi cette défense vulnérable. Ça continue d'être le cas. Musiala, là, il va pas faire de détails, accélère, mais il ralentit sa course, hein, parce que là, le ballon touche. Là, il arrête un petit peu sa course. Les screenshots vous le montrent pas, malheureusement, mais c'est parce qu'il pense que Kasper Schmeichel va être dessus. Parce qu'il est en train de sortir et il fait machine arrière. On le voit plus sur un autre angle de caméra. Et donc, il va aller finir 2-0, mais encore une fois, c'est une défense lente et un Schmeichel qui reste vissé à sa boîte de 6 mètres dans un autre monde avec une meilleure équipe qui défend mieux. Je suis pas certain que ça donne même un tir cadré. Donc Musiala converti, génial. Et à la fin, l'Allemagne a eu un paquet d'occasions à 2-0 quand le Danemark a encore plus ouvert le jeu. Dans l'ensemble, ils méritent leur victoire. Et dans l'ensemble, je pense on peut dire, ouais, voilà, ça c'est une occasion par exemple, où en transition, il y a tellement d'espace qu'Havertz la rate encore, mais belle occasion. Dans l'ensemble, l'Allemagne mérite sa victoire, malgré le petit truc arbitral. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont eu beaucoup plus de grosses occasions. Je crois que j'ai quelques chiffres ici. 15 tirs à 11, c'est pas énorme, mais 9 tirs cadrés à 2 par exemple. Ça fait une belle diff. Rudiger a été top par rapport à ce secteur défensif qui a été en grande difficulté, je trouve, côté danois. Donc ils méritent la qualif. Ils restent sans doute à leur rang de 2e meilleure équipe de l'Euro pour l'instant de tout ce qu'on a vu. Mais encore une fois, je trouve que comme contre l'Écosse, un peu comme contre la Hongrie, bah ce résultat, il est... Si tu vois juste le score et juste les chiffres, tu dis, waouh, ils sont à la maison, ils sont proches de... Voilà, ils sont partis pour le faire.
Et moi, je suis pas encore convaincu de ça. Franchement, tu regardes les matchs, tu revois les séquences, c'est vraiment de te pencher sur ce qui est produit et ce qui est concédé. Je suis pas encore pleinement convaincu par cette Allemagne. Donc on verra. Si l'Espagne passe, on a un Espagne-Allemagne qui ressemble un peu à une finale avant l'heure. C'est vrai, c'est les deux meilleures équipes de l'Euro. Ça ressemble un peu à cette finale avant l'heure. Ça va être si ça se produit effectivement, si l'Espagne choque pas demain contre la Géorgie, bah ça va être juste monumental. Quel quart de finale magique. Toni Kroos, au moins un match encore donc, ça c'est beau. Et pour le public à Dortmund qui méritait après cette sale soirée de voir les siens triompher, c'est beau aussi. On a l'Allemagne qui passe au prochain tour et on verra en quart. Donc voilà pour ce Allemagne-Danemark. Demain, qu'est-ce qu'on a? Angleterre-Slovaquie, Espagne-Géorgie. Alors pour l'instant aussi, nos deux pronos sont passés. On avait dit victoire de la Suisse et victoire de l'Allemagne. Et pour l'Allemagne, on a même dit 2-0, donc pas mal. Et pour Angleterre-Slovaquie et Espagne-Géorgie, j'avais dit Angleterre 3-0. Je pense la Slovaquie, attention, très joueuse. Et c'est même kiffant, hein. Franchement, ce milieu, Lobotka, Dudka, Duda, Kushka et Arashlin, Schrand sur les côtés, même Davydenko, latéral gauche que j'adore. Belle équipe, ça joue bien, style napolitain, mais défensivement, la paire Skriniar-Vavro, je suis pas hyper convaincu. Et je pense l'Angleterre, à un moment, il faut qu'il monte en puissance. Mais je suis très curieux de voir quel 11 sera aligné par Southgate. Parce qu'on entend tout un tas de trucs. Enfin, j'en ai longtemps parlé dans ma vidéo à preview des 8e sur ce match. On entend un million de choses. L'entrée de Mainu, Cole Palmer, je trouve que ça avait été un peu prometteur dernier match. Donc curieux de voir. Mais je pense que l'Angleterre le fait. Et 1,46 pour l'Angleterre, ça me semble quand même assez élevé. Parce qu'il y a un monde où... il y a quand même trop de talent, surtout face à une défense qui est un petit peu faible. Pourtant, la Slovaquie avec ballon, c'est vachement intéressant, hein, j'aime bien. Mais bon, voilà ce que je vois sur ce match. Et pour l'Espagne contre la Géorgie, j'ai dit 3-1 pour l'Espagne. Pas parce que la Géorgie n'est pas une équipe émouvante, inspirante, magnifique. Le petit pousset de l'Euro tellement touchant, ils sont trop kiffants. Mamardashvili est un monstre, mais s'il a sorti 21 arrêts sur la phase de groupe, et si le deuxième gardien le plus proche est à 13, je crois que c'est Strakosha, bah c'est parce qu'ils ont concédé énormément. Ils ont concédé 8 XG, la Géorgie. La deuxième équipe avec le plus de XG encaissés, c'était la Pologne, si je me souviens bien, 5,9. L'Albanie aussi pas loin. 8, c'est énorme. Grosse surperformance défensive. Et à un moment, contre une Espagne face à laquelle ils ont pris en qualif, c'était dans le même groupe de qualif, et ils avaient pris 10-2 cumulés sur les deux matchs. Je pense que l'Espagne le fait, la plus belle équipe de l'Euro. Si la Géorgie le fait, maintenant leur cote est passée à 15, c'était 12,50 hier, c'est à 15 maintenant. Si la Géorgie le fait, je l'annonce, c'est le plus gros exploit de l'Euro. Plus encore qu'une Slovaquie qui sortirait de l'Angleterre, plus que tout ce qu'on peut imaginer. Géorgie qui, pour le premier tournoi international de son histoire, s'est déjà qualifié pour une phase élimination directe, c'est dingue. Mais en plus sortirait l'Espagne, qui est la meilleure équipe de l'Euro. Pour moi, c'est clair. Pour, je pense, la plupart des gens maintenant, c'est clair. Ce serait un truc de malade. Donc j'ai du mal à le voir. Mais ça sonne un peu comme des mots aussi de on se retrouve demain minuit. Et on pousse un grand soupir avant de lancer la vidéo. Angleterre-Espagne, donc, c'est mon combiné pour demain. Ça fait une cote pas très élevée, à 1,77. Mais franchement, si ça passe pas, ça, c'est à n'y plus rien comprendre. Et bien sûr, demain à 18h, France-Belgique, c'est toujours là. Je crois pas que les cotes aient bougé. La France toujours à 1,90, Belgique 4,60. Après Portugal-Slovénie, on parlera de toutes ces autres rencontres. Demain, vous avez aussi la vidéo preview des 8e. Et si ces cotes vous intéressent, que vous souhaitez miser sur les matchs, avec Winamax, vous avez accès, avec l'offre, le lien qui est en description, vous avez accès à l'offre spéciale Winamax Willou. Votre premier dépôt doublé en pari gratuit. Si vous mettez le minimum 15, ça devient 30. Et vous recevez aussi, quoi qu'il arrive, 10 € supplémentaires en cash. Donc en fait, 15 deviennent 40. 40 avec lesquels vous pouvez parier tout au long de la compétition, tout au long de votre vie sur ce compte Winamax. Le lien en description, chaque utilisation me rémunère aussi. Modèle tout à fait classique de l'affiliation, mais c'est une bonne aide pour la chaîne. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait, continuez de le faire. Pas mal de gens en ce moment, merci beaucoup. Voilà, faites attention à vous, bien sûr, comme d'habitude. Interdit aux mineurs, plutôt des petites sommes.
pas besoin pour kiffer sur ces matchs de l'Euro. Et je suis très content que les huitièmes soient lancés, et bien lancés je trouve. Ce match-là, il y avait quand même des choses intéressantes. Et Suisse-Italie, c'était génial. Franchement, là, on est parti sur une vidéo de débrief pour chaque match. On peut vraiment se concentrer dessus. 3 matchs par jour. Le troisième, le cerveau ça commence à devenir un peu plus compliqué, surtout quand c'est des matchs où ça calcule parce que c'est deuxième journée, troisième journée de phase de groupe. Là, non, là, t'es vissé dessus. Il y a plein de choses à dire. C'est de belles équipes de foot. Donc, je pense qu'on est parti pour mettre cet Euro dans une nouvelle dimension, là. Après cette fin de phase de groupe qui était un petit peu terne. Trop content. Franchement, trop content. Juste envie de dormir et de me réveiller demain 17h30. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous les potes. Bisous.